Le docteur Carl Weiss est avec nous. Bonsoir, docteur Weiss. Bonsoir, Patrice. Bon, Montréal, on dirait qu'on ne s'en sortira jamais, là. On a l'impression que, alors que les régions avancent, la situation de Montréal, on fait du surplace. Le nuage gris reste sur Montréal. Les morts s'accumulent et on ne voit pas la courbe redescendre. Où vous en êtes dans votre interprétation de ce qui se passe? Bien, écoutez, c'est clair qu'à Montréal, je dirais même la grande région de Montréal, il y a un problème important. Puis même au Québec, quand on regarde 911 nouveaux cas, imaginez si on multipliait par la population, par exemple aux États-Unis, qui est à peu près 40 fois la population du Québec. Donc, ça voudrait dire quasiment 40 000 nouveaux cas, l'équivalent aux États-Unis. Donc, c'est clair que la majorité dans la région de Montréal. Donc, c'est clair qu'à Montréal, il y a une épidémie qui est encore active, dynamique. Rappelez-vous, quand il y a longtemps, on disait, est-ce qu'on a atteint le pic? Et on disait, ben, peut-être que oui, mais qu'une fois qu'on a atteint un pic, on va rester longtemps sur le sommet et ça va être un plateau qui va être long avant de redescendre. Donc, il n'y avait pas un pic et là, on est probablement encore sur le plateau, si ce n'est pas encore tout à fait au sommet. Donc, définitivement que la région de Montréal est une région qui est problématique en termes d'activité du virus. Et on a plusieurs, je vous dirais, plusieurs épidémies à l'intérieur de Montréal. Il y a bien sûr les CHSLD, il y a aussi certaines régions de Montréal comme l'Est et le Nord de Montréal. Il y a aussi les travailleurs de la santé parce que souvent les gens ont été contaminés au niveau des CHSLD ou dans des soins chroniques. Et donc, il y a toute cette espèce d'amalgame qui fait qu'actuellement, l'état de la situation à Montréal est loin d'être contrôlé et maîtrisé. Parlez-moi de la situation dans les hôpitaux, ce que vous en savez. Bon, il y a chez vous, à l'hôpital Juif, il y a les autres hôpitaux désignés. Quels sont les échos que vous avez? Le premier ministre disait aujourd'hui, c'est pas l'espace qui nous manque, c'est vraiment le personnel. Ben, écoutez, dans les hôpitaux, je vous dirais, en ce qui concerne la bonne nouvelle, on va dire, c'est que les soins intensifs ne sont pas débordés. Bon. Par contre, le problème qu'il y a dans les hôpitaux actuellement, c'est qu'on a beaucoup de patients qui sont des patients qui ne devraient pas être forcément dans un hôpital de soins aigus et qui pourraient et devraient être envoyés vers des ressources alternatives de réhabilitation, de soins de transition, de soins chroniques. Et c'est un peu le goulot d'étranglement des hôpitaux, auxquels se sont ajoutées des éclosions qu'on va appeler nosocomiales dans certains hôpitaux de Montréal, où ça empêche, si vous voulez, le flot des patients de fonctionner. Et on a aussi le fait qu'il va falloir, encore une fois, recommencer à faire de la médecine que j'appellerais plus traditionnelle, parce qu'il y a des gens qu'il faut continuer de traiter, de soigner, de dépister, de diagnostiquer. Malheureusement, la maladie ne s'arrête pas avec la COVID-19. Et actuellement, on a fait comme une espèce de pause dans notre système de santé, comme on n'a jamais fait dans l'histoire du Québec. C'est vrai que c'est une situation particulière et difficile, mais la réalité, il va falloir qu'à un moment donné, on trouve cette espèce d'équilibre de jongleur entre recommencer des activités qui sont clés et importantes pour la santé de la population, et d'un autre côté, s'assurer qu'on traite encore les patients COVID-19, mais aussi en essayant de trouver des façons alternatives de donner des congés, d'envoyer des gens vers d'autres ressources alternatives, etc. Bon. Un mot sur l'âge, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans les messages envoyés lors des points de presse à Québec. D'abord, on disait les 60 ans et plus, restez donc à la maison. Après, on disait, bon, bien, les 60 ans et plus, vous pouvez aller travailler si vous êtes enseignant ou responsable de garderie. Et puis là, aujourd'hui, sauf qu'on disait, ne gardez pas vos petits-enfants, même si vous allez dans les classes. Et là, aujourd'hui, on dit, bon, bien, en bas de 70 ans, faites donc ce que vous voulez. Allez travailler, si vous devez aller travailler. Où vous en êtes dans votre réflexion sur l'âge, là? Parce que ça peut devenir compliqué, là. Bon, alors, c'est pas compliqué, c'est statistique. Dès que vous dépassez l'âge de 60 ans, votre risque de mortalité augmente de façon significative. On voit qu'il y a une augmentation pour les 50 à 59 ans par rapport à toute la catégorie qui est en bas, mais cette augmentation est relativement faible au Québec quand on regarde. Elle existe, elle est là pour les 50 à 59, mais elle augmente de façon très significative dès qu'on dépasse 60 ans, et elle augmente encore beaucoup plus après 70 ans. Évidemment, individuellement, on peut toujours essayer de dire si vous avez 75 ans à être un athlète olympique en super bonne forme, est-ce qu'on peut vous comparer, etc. Il y a toutes sortes de comparaisons individuelles, mais de façon globale et je dirais grosso modo, c'est sûr que l'âge est un facteur de risque. Dès que vous dépassez 60 ans, votre risque d'avoir des problèmes augmente considérablement. Donc, le message à date a toujours été, si vous avez plus de 60 ans, de faire très attention. À mon sens, si vous avez plus de 60 ans, c'est encore de faire très attention. On peut bien sûr
individuellement, je dirais, discuter avec des autorités sanitaires, de votre médecin, etc., de quel est votre risque. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, la décision individuelle de chacun. Hein, vous pourriez être des grands-parents de 65 ans en pleine forme qui vont se dire, ben, nous, finalement, dans certaines circonstances, on a été isolés, on est en santé, on n'a pas de facteur de risque, on aimerait voir nos petits-enfants, pas trop près, mais on aimerait s'approcher d'eux peut-être parce que c'est la fête d'un des petits-enfants, etc. Donc, il peut y avoir des décisions qui, individuellement, peuvent se prendre. Maintenant, collectivement, c'est sûr que quand on dit aux gens, d'un côté, vous ne devez pas être en contact avec vos petits-enfants, puis maintenant, aller travailler en garderie, écoutez, puis c'est difficile aussi. Vous savez, en garderie, quand vous avez des enfants, d'âge préscolaire, de leur expliquer la distanciation sociale, l'interaction entre les enfants, etc., c'est pas évident. Bon. OK. Mais vous prenez la prudence, mais en même temps, si on dit que d'un côté, on peut aller travailler, puis de l'autre, on ne peut pas garder, les gens ne peuvent pas comprendre des messages incohérents non plus, là. Je comprends ce que vous dites statistiquement, puis on l'a dit, on a vu le tableau pendant que vous parliez. De tous les décès au Québec, il y a 6,5 des décès qui étaient âgés des gens qui étaient âgés entre 60 et 69 ans. Ça, c'est statistique. Donc, le risque, vous avez raison, est plus élevé. Mais là, c'est une question de gestion du risque. Je veux vous poser une question sur les tests. La question numéro 2 du public. Ne serait-il pas possible d'inventer une bandelette sur laquelle on pourrait mettre une goutte de sang, comme pour le diabète, et recevoir le diagnostic instantanément à la maison? Oui, alors il y a des compagnies qui ont fait ça, mais ça ne vaut pas grand-chose. Alors, c'est pas qu'on n'a pas essayé, mais éventuellement, ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas dans le tableau. Bon. Qu'est-ce qui influence le facteur R, vous demande M. Bélanger, la nature du virus, les asymptomatiques, l'environnement, la région? Quand on parle du R0, à ce moment-là, on parle donc du facteur de transmission. Ben, c'est souvent d'abord et avant tout la nature du virus, parce que c'est la capacité du virus à se transmettre à d'autres, c'est la façon dont il va se transmettre. La rougeole, ça se transmet énormément, hein, c'est un facteur R0 de 15. La varicelle, ça se transmet beaucoup, ça c'est un facteur R0, 7, 8, 9. Et puis la grippe, on dit c'est à peu près 1,3. Et le COVID, initialement, on disait autour de 2,3. Mais là, je ne veux pas rentrer dans des statistiques complexes. On disait, oui, mais ça peut être entre 1,9 et 4, etc. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que probablement, c'est plus que 2,3. En tout cas, c'est peut-être autour de 3, c'est peut-être autour de 4. Et puis, il y a des facteurs aussi, encore une fois, qui vont influencer ça. Donc, la densité de la population, la proximité entre les uns des autres, la charge virale initiale de certains, la capacité d'avoir de l'équipement de protection adéquat. Donc, un ensemble de facteurs qui vont déterminer si oui ou non votre R0 va être très bas ou très élevé. OK. Quelques secondes, docteur. Florence Malo-Nobert, 5 ans, vous demande est-ce que je vais pouvoir donner un câlin à mon éducatrice lorsque je vais retourner à la garderie? Je crains votre réponse. Ben, je vous dirais, il va falloir que ce soit un câlin à distance, mais ça dépend aussi, à la limite, de l'âge et de la santé de l'éducatrice. Encore une fois, c'est difficile si vous avez une jeune femme dans la vingtaine qui est en pleine forme physique, sans donner un câlin, mais je veux dire, lui dire un gros bonjour, ce serait adéquat et finalement... Mais il va falloir aussi faire attention. Malheureusement, il va falloir apprendre à Florence qu'on vit dans un monde un peu différent d'il y a quelques mois. Pour quelque temps. Probablement. Merci, Dr. Weiss. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.